Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans la procédé critique, je vais vous parler d'un long métrage réalisé par Kathryn Bigelow, considérée comme l'une des meilleures réalisatrices américaines contemporaines, qui revient bientôt, 8 ans après Détroit. Elle va proposer son House of Dynamite sur Netflix. Bon, j'ai capté ça que récemment, sinon j'aurais probablement, on va dire, fait une sorte de rétrospective des films qui me manquent d'elle. Bon, c'est pas bien grave, ici on va se concentrer sur son troisième travail, en format long en tout cas, qui s'appelle Blue Steel, sorti en 1990, coécrit par Eric Red, qui était déjà sur son précédent, Frontières de Love, Near Dark, qui avait aussi écrit Hitcher, qu'il faudra que je rattrape probablement l'année prochaine, lui. Et au casting, dans les rôles principaux, bah déjà il y a l'actrice principale, évidemment, on la reconnaît très vite, Jamie Lee Curtis, après Halloween, bien sûr. Elle avait fait aussi un poisson nommé Vanda un peu avant. Et pour interpréter l'antagoniste, un certain Ron Silver, qui n'est pas forcément hyper reconnu, mais en tout cas là, il offre une prestation assez tendue, disons-le. Nous reconnaîtrons également Clancy Brown, qui joue un détective, Elizabeth Peña, avant l'échelle de Jacob, qui joue la meilleure amie, tandis que les parents de ce personnage joué par Jamie Lee Curtis sont interprétés par Louise Fletcher, et oui, l'infirmière dans Vol au-dessus d'un lit de coucou, et Philip Bosco. On reconnaîtra également Richard Jenkins, Kevin Dunn, ou tiens, Tom Sizemore, qui est au début et qui jouera dans Strange Days, par exemple, 5 ans après, je crois. Bon. Pour une sorte de thriller assez glaçant, un film de vengeance aussi, quelque part, où on va suivre les premiers pas en tant qu'officier, ça se dit pas officier, mais bon, agent de police, de Meghan Turner, jouée par Jamie Lee Curtis, qui vient de rentrer donc, dans le métier, très fière, avec le sourire et tout. Alors, le film s'ouvre sur elle en mode entraînement. C'est pas encore gagné, mais elle sera sur le terrain. Bizarrement, ses parents ne sont pas là le jour donc, où elle prête serment. Sa meilleure amie, oui, on comprendra pourquoi. Ensuite, les parents, c'est un peu compliqué, enfin, surtout au niveau du père. Et alors qu'elle est à peine donc sur le terrain, elle va être confrontée à un braquage qui tourne mal. Bon, elle sauve la situation, elle tire sur ce monsieur un peu prise de panique, elle vide son chargeur, bon, attention. Et l'arme donc de ce malfrat est récupérée par quelqu'un qui était client donc, de ce supérette, et donc il va subtiliser l'arme et partir. Donc elle va être suspendue parce que fatalement elle ne peut pas prouver qu'elle a tiré en légitime défense parce qu'il avait une arme. Bon. Donc premièrement c'est compliqué, mais deuxièmement là, ce client là qui s'appelle Eugene Hunt, qui travaille à Wall Street, oui parce que ça se passe à New York. Et là, en récupérant cette arme, il va se sentir cow-boy, soudainement. On sent qu'il est très borderline, le monsieur, c'est lui l'antagoniste. Et donc, armé, il va commencer à tuer des gens, à commettre des meurtres, comme ça, au hasard, avant de même d'entendre une voix, enfin, la folie américaine absolue. Sachant en plus qu'il est dans le monde du capitalisme total, les armes à feu, oh, Kathryn Bigelow qui questionne sa société américaine. C'est peut-être le premier film où elle le fait frontalement, quoi, le premier quand même, son premier long métrage avait quelque chose, bien sûr. Et même son second, on soit indirectement. Oui. Alors après, ça va annoncer ce qu'elle pourra faire plus tard encore, de façon plus directe. Donc c'est pas forcément un de ses films les plus reconnus et appréciés, mais je trouve qu'il est fort passionnant. Et j'ai envie de dire que dans toute son entame et tout son premier acte, il est même très bien. Après, bon, on tombe dans certains poncifs une fois qu'on arrive dans les moments où de face à face, chat et la souris, où ça canarde un peu dans tous les sens avec des ralentis. On est vraiment là un petit peu engoncé dans ce cinéma américain 80-90. On peut dire des choses, quoi. Mais bon, peu importe, il y a quand même cette installation-là qui en dit long. Donc, dès le début, on comprend les choses. Le Blue Steel, ça peut avoir double sens comme titre. Bon, c'est l'arme à feu qui pourrait être considérée comme un acier bleu et tout. Donc on a si vous voulez, ce gros plan dessus sur déjà le générique, etc. C'est aussi l'uniforme de police, c'est le sourire un peu carnassien indirect de fierté de notre chère Meghan Turner, et c'est aussi l'ensemble global, l'atmosphère, même la musique synthé un petit peu fait acier, si vous voulez, dans cette ambiance-là. Après, il y a aussi un grand discours sur le mal américain. Alors j'aime bien cela,
je bassine un peu à travers mes vidéos sur cette thématique, mais ça, c'est quelque chose qui travaille un petit peu quand je regarde le cinéma américain ou les films faits aux États-Unis, parfois par des réalisateurs étrangers, mais là, c'est Catherine Bigelow, elle est bien américaine. Et là, l'idée aussi de cette folie des armes, ok, le gars, il récupère une arme, sa vie est complètement borderline parce qu'il est à fond dans cette idée de l'appât du gain en tant que trader. On voit quand même ici les liens qui sont faits. Et puis, c'est un mec. Et il y a beaucoup de mâles toxiques, mâles, avec un accent circonflexe et un E à la fin. Dans le film, il y a cet inspecteur au début joué par Clancy Brown. Bon, après il va y avoir une évolution, notamment dans la relation qu'il va avoir avec le personnage de Jamie Lee Curtis, bien sûr. Ça c'est un peu poncif, mais quand même, on le sent venir. Bon, il y a aussi le supérieur, qui, évidemment, va plus facilement suspendre cet agent parce que c'est une femme. Donc il y a aussi ce discours, une femme sur le terrain, attention, attention, attention. Donc, vous voyez le côté patriarcal, et alors il y a le père. Le père de famille, qu'on comprend très vite, qu'il violente son épouse, et bon, le drame familial, il est là. D'ailleurs, il déteste l'idée que sa fille soit devenue flic. Ça en dit long. Et il y a aussi alors, le personnage très très secondaire, un pote de sa meilleure amie, qui s'appelle Howard, qui va la séduire, il a tenté quelque chose là, en mode très très très, vous savez, entreprenant, très balourd, et il s'étonne qu'elle soit flic. Et elle joue là-dessus en disant tes plaques d'immatriculation, elles sont pas un peu périmées. Bon, j'aime bien l'idée. C'est-à-dire que Catherine Bigelow s'installe ici dans le monde du cinéma américain, c'était pas encore gagné pour elle à l'époque, et elle impose aussi son personnage dans ce monde masculin. Ah, ça c'est intéressant. Petit discours, à mon avis, là-dessus. Bon, après, derrière, évidemment, c'est un peu la justice. Où est la justice là-dedans? Elle est flic, elle se fait suspendre par erreur. Il y a le gars, à cause d'elle, va tuer des gens parce qu'elle est responsable malgré elle. Alors c'est un peu terrible là-dessus. Et donc du coup, elle va tout faire pour arrêter ce mec, même si elle n'est plus trop en circulation. Bon, elle va être utilisée par cet inspecteur qui, donc, sur l'enquête par propos des meurtres, etc. Et cette idée de folie absolue, donc le gars, il devient l'américain fou par définition, qui entend des voix hyper en mode Dieu, Dieu, ou c'est lui Dieu, il se croit unique. Et il en est rendu fou par sa vie de solitaire et de solitude du capitalisme. Ça, c'est clair et évident. Bon, derrière, une fois que tout ceci est déroulé, à passer les 45 premières minutes, bon, il se passe ce qui doit se passer. La violence monte crescendo. Je ne vais pas forcément faire de zone spoiler ici. Ces petits effets de ralenti, tout ça, ouais, bon, j'en ai parlé un peu. C'est pas extraordinaire, mais on sent quand même la tension. C'est bien porté par une Jamie Lee Curtis qui a déjà cet archétype de survivante, de solitaire face au mal. Bon, Halloween, d'accord. Et qui ici passe du côté de la justice, mais finalement, cette justice, où est-elle? Il y a une réflexion sur la justice américaine avec cet avocat, là, qui est joué par Charles Jenkins, qui va facilement faire libérer son client. Donc, bon. D'ailleurs, le personnage, quelque part, là, de l'antagoniste Ron Silver, ça pourrait annoncer aussi, quelque part, Chute libre, Falling Down, de Joel Schumacher, sorti 3 ans après, cette idée de... c'est perdu dans une Amérique là qui vont avoir des idées quasi fascisantes de vengeance et de tuerie, de borderline, ou on ne sait pas trop. D'ailleurs, le film lui-même, sur la fin, joue sur cet aspect potentiellement se faire justice soi-même, vigilante, jusque donc dans la scène de confrontation, où bizarrement, évidemment, elle porte l'uniforme, mais elle ne devrait pas le porter. C'est très, très bizarre, ça, parce qu'elle est techniquement toujours suspendue. Et le personnage antagoniste, il est mis dans une sorte de situation où on croirait qu'il est dans les bas-fonds, socialement. Il a chuté dans tous les sens. Alors ça peut être interprété bizarrement comme final. J'étais là en mode, tu peux retourner la situation comme tu le sens, selon ta lecture, on va dire, oui, sociale, si vous voulez, dans le fond voulu du film. Mais bon, film américain de l'époque. C'est vrai que le cinéma de Catherine Bigelow a toujours eu un peu cette ambiguïté-là, même si elle voulait frontalement aussi dénoncer certaines choses. Donc c'est parfaitement ancré dans ce qui va devenir vraiment son cinéma frontalement d'action un peu thriller. Parce que bon, les films qu'elle a fait avant, c'est plus road movie qui réfléchissait beaucoup quand même sur l'aspect solitude aussi dans la société américaine. Et pareil, pour Aux Frontières de l'Homme, même si c'était un peu plus fantastico-horrifique, vous voyez, il y a quand même cette ambiance-là et ça la questionne beaucoup. Donc je pense qu'il y a quelque chose de passionnant à voir dans ce Blue Steel que je vous conseille.
évidemment, hein, c'est peut-être pas le meilleur film de Catherine Bigelow, mais c'est quand même une belle réussite, quand bien même donc ce soit un peu plus trop évident sur certains points à la fin, ça force aussi un peu sur le drame pathos, que ce soit oui vers la vie privée personnelle, bon, on a compris par rapport aux parents, la meilleure amie, tout ça, ça force un petit peu sur la relation avec l'inspecteur détective. Bon, ok, c'est quand même très très violent hein, quand ça devient chaud sur le plan corporel à la fin. Il y a quand même une vraie violence aussi qui renvoie au mal toxique de toute façon, bien sûr, et au patriarcat. Tout ceci est bien appuyé, mais ouais, c'est un film de femme, hein, qui est fait par une femme. Sur certains points, ça se sent. Et ça, dans les années 90, 80, 90, sur le cinéma américain, ça n'avait pas 36, quoi. Donc c'est important à souligner et à mettre en avant. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, donc de ce Blue Steel, des performances variées, de la mise en scène, et bien sûr aussi des messages et de ce que ça porte par rapport au cinéma, bien sûr, d'une réalisatrice. Donc il me reste peut-être encore 3-4 films à voir. Bon, tant pis, je ne les verrai pas avant son prochain. Mais, hein, on ne peut pas tout voir. Bon, en espérant quand même que oui, son retour au cinéma, malheureusement pas en salle chez nous, soit instructif et productif, qui soit fascinant. Et je salue au passage, bien sûr, je lui dédicace cette vidéo, l'ami Adam, alias le bûcheron du cinéma, qui est un grand fan de Madame Bigelow. Allez, à vous la parole, je vous dis à la prochaine. Ciao!